Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle de précarité menstruelle avec Fanny de l'association Règles élémentaires. L'association organise des collectes de protection périodique partout en France, mais aussi des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes et dans les entreprises. Et la précarité menstruelle, c'est un enjeu de santé publique majeur puisque 4 millions de femmes sont concernées en France et ont des difficultés à acheter les produits dont elles ont besoin pendant leurs règles. Fanny nous a expliqué qu'on peut toutes et tous agir chacun à notre niveau et que des progrès sont encore à venir. Tout commence d'ailleurs par l'éducation des plus jeunes et la levée du tabou sur les règles. C'est donc un épisode passionnant qui t'attend. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast, de nous laisser un commentaire et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Fanny et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la précarité menstruelle et de l'association dont tu fais partie qui s'appelle Règles élémentaires. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Donc du coup, je suis Fanny Giordano, chargée de com chez Règles élémentaires. Donc Règles élémentaires, c'est une association qui a été créée en 2015. De base, c'est une asso étudiante. Ça a été créé suite à un constat qu'a fait notre créatrice, qui était que le sujet de la précarité menstruelle était vraiment pas encore adressé en France, donc en 2015. La première action de l'association, ça a donc été de lutter activement contre cette précarité, de collecter et de redistribuer après des protections à des personnes qui sont en situation de précarité. On permet également, depuis nos origines, de créer sa propre collecte, que ça soit sur son lieu de travail, sur son lieu d'études ou même dans des supermarchés, pour qu'après, ça puisse être redistribué à des associations qui sont en contact direct avec des personnes qui en ont besoin. Et du coup, ça nous permet également de créer de la ressource, en fait, parce que actuellement, les informations sur les règles, elles sont encore quasi inexistantes. Les études et les enquêtes sont vraiment très peu mises à jour. Donc, on fait ça, nous, on essaye de créer de la ressource pour apporter plus d'infos un peu exhaustives. Et du coup, ça nous a également obligés à diriger nos actions vers un nouvel axe qui était celui de la sensibilisation. Parce que sous ce gros iceberg qui est la précarité menstruelle et les difficultés d'accès en fait aux protections, on retrouve en fait déjà l'impossibilité de demander de l'aide à des personnes. Quand on parle de ce sujet, tout de suite, c'est hyper tabou. Le manque d'éducation sur les conséquences de l'utilisation de protections de substitution ou si on utilise trop longtemps une protection. Les moqueries, l'isolement que tout ça, ça peut engendrer en fait. Donc voilà, Règles élémentaires, en gros, c'est toujours une grosse partie de collecte et de redistribution actuellement, mais aussi plein d'ateliers du coup de sensibilisation qu'on fait auprès d'élèves, que ça soit du CM2 à l'université. Donc on parle de plein de sujets différents adaptés à l'âge, on rassure. Mais aussi du coup on fait de la sensibilisation auprès des entreprises, des travailleurs et travailleuses sociales. En fait partout où les règles ont un impact, on est présente et on essaye d'utiliser notre voix pour faire changer les règles. Et on le fait également du coup auprès du grand public, donc via nos réseaux, mais via aussi du plaidoyer auprès des politiques publiques. Voilà, on essaye vraiment de créer un environnement où les règles ne seraient plus un sujet. Oui, du coup, quand tu parles de précarité menstruelle, ça veut dire qu'on a des difficultés à se fournir les protections dont on a besoin, les serviettes, les tampons, etc. C'est ça ? C'est ça. Du coup, en fait, dans le terme précarité menstruelle, on dit que c'est du coup les difficultés à acheter des protections, que ça soit en quantité suffisante pour vivre ses règles ou alors juste pas de protection du tout. L'objectif, c'est vraiment de lutter contre ça parce que c'est une précarité qui a des fortes conséquences et des forts risques sur la santé, que ce soit la santé physique et la santé mentale. J'en parlais plus tôt, mais utiliser des protections qui sont pas adaptées, ça peut générer des infections ou même le syndrome du choc toxique qu'on connaît bien et qui nous a toutes fait flipper sur les notices d'instruction des tampons. Oui, il y a eu des cas en plus, il y a quelques années, on en avait entendu beaucoup parler de tampons gardés trop longtemps ou des choses comme ça, et des personnes qui avaient perdu l'usage de leurs jambes, ou des choses comme ça, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est un syndrome qui est assez rare, mais en fait qui arrive quand même assez facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien respecter la durée d'utilisation conseillée des protections. Nous, on dit que par exemple pour une protection interne comme un tampon, on le garde maximum 4 heures. Comme ça, vraiment, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque
de développement de bactéries ou quoi. Et voilà, parce que le choc toxique, ça peut être mortel. C'est pas très fréquent, mais ça peut être mortel. Donc surtout, renseignez-vous sur ce qu'est le syndrome du choc toxique. Les symptômes les plus fréquents, donc ça peut être de la fièvre, des vertiges, des douleurs, tout ça, au moindre doute en fait. Il faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on parle de règles qu'on peut pas en parler avec son médecin ou un pharmacien ou une pharmacienne. En fait, tout professionnel de santé doit pouvoir vous accueillir s'il y a des doutes. Mais du coup, voilà. Et donc ça, c'est pour, on va dire, les symptômes les plus visibles, les risques physiques, mais pour les risques sur la santé mentale, en fait, c'est beaucoup plus insidieux. Mais ça va être de l'isolement, de l'absentéisme, parce qu'on n'a pas des protections pour gérer ces règles convenablement. Donc, aller à l'école ou au travail quand on est quasi sûr de faire une tâche, ou quand on utilise juste du papier toilette comme protection, c'est vraiment très compliqué. Donc, en fait, ça engendre un grand repli sur soi pour les personnes qui sont en situation de précarité menstruelle. D'ailleurs, j'avais vu qu'en France, il y a près de 2 millions de femmes qui sont concernées par la précarité menstruelle. C'est Médecins du Monde qui avait fait une étude là-dessus. Et je me demandais du coup qui est concerné, qui sont ces femmes? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Parce qu'on imagine que c'est souvent par exemple des étudiantes qui n'ont pas de moyens. Ou est-ce que c'est pas forcément le cas et ça peut justement toucher tout le monde? Bah alors déjà, oui, ça peut toucher tout le monde. Ça touche vraiment des profils qui sont très différents. Nous, on a fait une étude là en début d'année à l'occasion du 8 mars 2023. On a fait une enquête avec Opinionway pour actualiser en fait les chiffres de la précarité menstruelle qui sont vraiment tout le temps sous-estimés. Et du coup, là, on estime que c'est 4 millions de femmes qui sont concernées par la question en 2023 en France. Donc, c'est vraiment le double d'il y a 2 ans. L'inflation, on la connaît, ça a grimpé de 5,2%, je crois, en 2022. Donc ça pénalise très fortement les Français et du coup les Françaises qui ont déjà une situation économique qui est structurellement plus fragile, quoi. Mais parmi les personnes les plus touchées, effectivement, on a plein de profils, mais les jeunes, du coup, de 18 à 24 ans et les mères célibataires, c'est vraiment celles et ceux qui sont en première ligne. Par exemple, chez les 18-24 ans, c'est 44% d'entre eux qui sont en situation de précarité menstruelle. Donc, c'est énorme. Et en gros, si on combine les jeunes et les mères célibataires, ça représente 1,7 million de personnes en France. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez affolants. Et du coup, est-ce que vos chiffres, ils sont, comment dire, est-ce qu'ils sont réels, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui déclarent pas, en fait, la précarité menstruelle, ou est-ce que vous êtes vraiment très, très proche de la réalité? C'est une étude qui est quand même, je pense, assez représentative de la situation actuelle, bien que, évidemment, des situations de précarité menstruelle qui peuvent être plus ponctuelles, c'est des choses qui peuvent être très traumatisantes, tant sur le plan physique que mental. Ouais, là, notre étude, elle se base quand même plutôt sur des personnes pour qui c'est une situation fréquente et régulière, et vraiment que c'est structurel de leur manque de moyens, quoi. Et on peut imaginer comme c'est difficile, ne serait-ce que quand on se retrouve à avoir ces règles, qu'on est prise au dépourvu et que du coup on n'a pas les protections. Déjà, le stress de se trouver quelqu'un qui peut t'aider ou mettre du papier toilette comme tu le disais. Donc quand c'est quelque chose qui est fréquent, je suppose que tu redoutes même en fait d'avoir tes règles. C'est ça complètement. Bah, on sait que ça peut être des moments difficiles à vivre, que ça soit l'arrivée des règles ou même les futurs cycles. C'est compliqué à gérer parce que on n'est pas forcément suffisamment informé et c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Donc voilà, on n'est pas assez informé sur ce qui se passe dans notre corps, quelles sont les choses qu'on peut considérer comme normales, quels sont les moments où on va se dire bah là je vais aller consulter un ou une professionnelle de santé. Voilà, déjà il y a une énorme méconnaissance et un silence autour des règles qui fait que en fait c'est vraiment très compliqué de savoir où trouver les ressources, que ça soit des ressources en protection ou des ressources en information. Oui, d'ailleurs, on a fait un épisode sur les règles et même en étant plutôt bien informés, on a aussi nous appris des trucs parce que justement, il y a très très peu d'informations qui sont données. Et là, du coup, donc l'association Règles élémentaires, elle fait des choses et c'est super, c'est formidable. Mais que fait du coup le gouvernement pour ça? Alors, il y a quand même des choses qui se passent, mais pour l'instant, c'est beaucoup de réponses d'urgence, parce qu'on est dans une urgence. 4 millions de personnes, c'est énorme. Donc voilà, donc par exemple, en 2021, il y avait eu un budget de 5 millions qui avait été débloqué pour lutter contre la précarité menstruelle. Ça a été vraiment utilisé principalement pour acheter des protections.
Donc, on n'a pas accès de façon précise à la répartition de la somme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été forcément utilisé pour aider les associations à mettre en place des stratégies au plus long terme pour éradiquer définitivement le fléau de la précarité menstruelle, quoi. Mais après, c'est quand même une bonne nouvelle, comme je disais, que les gouvernements successifs se saisissent de ce sujet et tentent de répondre à l'urgence. Les protections périodiques sont en accès libre en milieu carcéral, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et de plus en plus de collectivités territoriales, tout ça, s'engagent à installer des distributeurs, ou même ça peut être des... voilà, maintenant, on sait que c'est obligatoire dans les collèges et les établissements scolaires. C'est bien la moindre des choses. Bah oui, c'est sûr que c'est un pas en avant. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que la gratuité des protections périodiques, au moins des protections de base, c'est-à-dire des serviettes, des tampons, c'est quelque chose qu'on pourrait espérer pour toutes les femmes? À l'heure actuelle, on ne peut pas savoir exactement jusqu'où iront les politiques, enfin les mesures prises par les politiques. Ce qu'on sait par contre, c'est que suite à l'annonce d'Elisabeth Borne à l'occasion du 8 mars 2023, il y avait des réflexions qui ont été mises en marche pour permettre à certaines personnes d'accéder à un remboursement des protections périodiques, mais réutilisables. À l'heure actuelle, du coup, il a été acté que ce remboursement, il sera accessible aux moins de 26 ans et pas aux moins de 25 ans comme ça avait été annoncé, mais aussi aux personnes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire. Donc c'est une aide de l'État pour les personnes les plus précaires. Donc voilà, ça représente vraiment 1,2 million de personnes en plus touchées par le dispositif, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, il devait arriver janvier 2024. On sait déjà que ça ne sera pas le cas. Ça sera sûrement vers septembre 2024. Donc voilà, il y a déjà une tentative de remboursement qui est mise en place pour des publics qui sont touchés très facilement par la précarité menstruelle. Pour nous, l'objectif à atteindre, le principal, ce serait que chaque personne qui en ait besoin puisse accéder à des protections périodiques facilement et gratuitement. Donc ça soulève plein de sujets. La façon de les mettre à disposition, les conditions d'accès, tout ça. Mais c'est possible, il y a quand même des choses qui sont faites. On le voit en Écosse, il y a une application qui a été sortie et un site pour accompagner leur remboursement, leurs mesures de remboursement des protections. Et en fait, ça permet de trouver tous les points de distribution, les types de produits. Et ça, c'est vraiment une super belle avancée. Ça nous inspire beaucoup. Surtout quand on voit qu'il y a, comme je disais, qu'il y a de plus en plus d'initiatives individuelles en France pour mettre à la disposition des protections. C'est quand même hyper intéressant de penser à ça. Donc voilà, je vous tease un petit peu. Mais actuellement, on est en train de développer une solution un peu semblable à celle de l'Écosse qui pourra faciliter la vie de toutes les personnes qui ont déjà vécu une galère et qui n'ont pas trouvé de protection en mettant vraiment à disposition tous les lieux où trouver des protections gratuitement. Oui, ça c'est super bien qu'il y ait des lieux et de savoir où ils sont. Effectivement, on avait discuté avec Gaëlle qui a le compte Instagram Kiffe ton cycle, notamment des règles, et elle nous disait aussi que nous, à notre échelle, donc il y a les collectes certes, mais qu'on peut aussi toujours effectivement avoir sur soi des protections périodiques, être prêt à dépanner d'autres femmes qui en auraient besoin, mais encore faut-il arriver à demander quand on a besoin, parce que tu parlais de ça, du fait que c'est un peu tabou. Est-ce que tu penses aussi que ce tabou autour des règles renforce vraiment la précarité menstruelle ou pas? Ouais, complètement. C'est complètement lié. Et en fait, l'objectif, nous, de briser le tabou des règles, c'est de créer vraiment un environnement où avoir ces règles, c'est pas une honte. Parce qu'on peut dire que les choses avancent et qu'on en parle de plus en plus, mais à l'heure actuelle, on est toujours un peu honteux ou honteuse de sortir une protection de sa poche en plein public. Donc voilà, ça revient en fait à parler de règles sans détour quand le moment se présente. Ça peut être garder une protection sur soi si jamais quelqu'un autour de nous en a besoin et le dire qu'on a des protections. Militer auprès de ses employeurs et employeuses, ses profs, tout ça. Et en fait, tant que l'opinion publique n'aura pas conscience de la charge que ça représente, la charge mentale, financière, la charge organisationnelle, on pourra pas changer les choses profondément et changer les choses dans une plus large mesure, quoi. Et du coup, si par exemple on est concerné par la précarité menstruelle, vers qui est-ce qu'on peut se tourner? À qui est-ce qu'on peut demander de l'aide? Est-ce qu'on peut aller demander, je sais pas, à notre médecin traitant? Est-ce que on peut venir vous voir? Comment ça se passe? Alors, en fait, ça va dépendre un petit peu du contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, pour les étudiants et étudiantes, il y a plein de projets, d'associations qui sont mises en place pour faire des distributions de produits de première nécessité.
Nous, on est en collaboration en fait, en partenariat avec ces associations et on leur redistribue tout le fruit des dons que les personnes nous font. Et donc après, c'est ces associations-là directement qui vont être en contact et qui vont permettre à une jeune, par exemple, d'avoir des protections. Après, il y a également des associations qui luttent contre la précarité de façon plus large. Ça peut être le Secours populaire, ça peut être la Croix-Rouge, tout ça. Donc il y a des grosses organisations et des organisations plus locales. Faut pas hésiter à se rapprocher des acteurs et actrices qui luttent contre la précarité parce que c'est une forme de précarité en fait. Là, on parle vraiment de ça et on est trop souvent relégué à un sujet voilà, où on devrait avoir quelque chose à part pour s'occuper de la précarité menstruelle. Alors qu'en fait, voilà, c'est une précarité comme les autres et c'est quelque chose, il faut qu'il y ait des solutions et à l'heure actuelle, elles sont souvent du côté associatif. Et d'ailleurs, là, tu parles effectivement de ça, des personnes vers qui on peut se tourner. Moi, la question que je me posais, c'est plutôt en termes de choix. Tu sais, quand tu n'as pas le choix de la protection que tu peux utiliser parce qu'on te la donne, c'est déjà bien. Est-ce que c'est facile aussi d'exprimer, par exemple, qu'on veut pas mettre de tampons, qu'on veut pas mettre de serviettes, ou quand, par exemple, on a envie de faire un peu attention à la qualité des produits ou même à l'impact environnemental. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça qui sont apportées, même quand on est dans la précarité? Alors, une solution proposée par le gouvernement serait du coup le remboursement des protections réutilisables, par exemple, pour opter pour une solution plus durable et plus durable et plus saine. Après, c'est assez compliqué en fait de trouver des protections où on sait exactement ce qu'il y a dedans. La composition est pas encore transparente. C'est un grand chemin et un grand combat qu'on mène également auprès du ministère de la Santé pour savoir ce qu'il y a dans nos protections. Donc à l'heure actuelle, malheureusement, quand on est en situation de précarité, les possibilités sont encore un peu réduites et on se retrouve souvent en fait à avoir juste un choix de protection jetable, donc serviette ou tampon. C'est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui n'aiment pas ces protections et à qui ça ne convient pas. Après, ça reste les protections qu'on collecte le plus parce que c'est aussi les plus abordables pour faire des dons et c'est aussi quand même les plus simples à utiliser pour des personnes qui sont en situation de précarité. On peut imaginer qu'une personne en situation de rue pourra pas utiliser du réutilisable. Donc voilà, pour l'instant, malheureusement, c'est encore beaucoup de dons de protection jetable. Oui, tu parlais de Malheureusement ou pas. Oui, c'est toujours mieux que rien, effectivement. Et tu parlais là de la composition. Ceci dit, même sans être dans la précarité, c'est assez difficile de bien choisir sa protection périodique. Est-ce que là, dans les actions que vous menez, notamment auprès des jeunes publics, il y a aussi un peu des explications sur comment bien choisir sa protection périodique? Ouais, c'est ça. En fait, auprès des jeunes, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment d'être présent et présente, même avant qu'elles aient leurs règles, pour leur apporter de l'info, leur expliquer tous les choix qui s'offrent à elles et eux. Du coup, on leur présente tous les types de protection, leurs avantages, leurs inconvénients, comment les utiliser, combien de temps on va pouvoir les utiliser. Donc ouais, c'est hyper important en fait que les jeunes aient toutes les cartes en main pour après pouvoir soit gérer ces règles de façon sereine, soit aider les personnes qui y a autour de soi avec des informations concrètes et vérifiées. Je voulais savoir du coup, comment ça se passe les collectes, si on veut en organiser une, si on veut participer à une collecte. Du coup, je suppose qu'on fait appel à vous pour s'organiser, mais comment ça se passe sur le terrain du coup? Alors déjà, en fait, nous, ouais, c'est vrai qu'on propose à chacun et chacune d'organiser sa propre collecte. Donc peu importe la taille, ça peut être et peu importe la durée d'ailleurs. Donc ça peut être vraiment des collectes immenses en supermarché, enfin immenses, des grandes collectes dans un grand supermarché, ou alors une toute petite collecte dans un cabinet médical qui va être sur toute une année. Donc voilà, ça directement sur notre site internet. En fait, on a accès à des informations qui vont guider pour guider et faciliter la vie des personnes qui veulent organiser ça. Pour l'animation, comment contacter un supermarché, comment prendre la parole sur le sujet et du coup récolter un maximum de dons. Et après, voilà, une fois sur place, en fait, c'est vraiment un moment qui est incroyable, les collectes. Globalement, tout le monde qui fait une collecte dans sa vie ressort de là grandi, parce que c'est vraiment la première étape pour prendre en compte l'impact des règles. C'est le premier pas pour parler de règles dans des espaces
public, en fait, dans un endroit où de base, on ne se dirait pas forcément qu'on va parler de règles. Donc c'est vraiment des moments qui sont hyper forts parce qu'on partage des expériences avec ses camarades de collecte et avec les personnes en fait à qui on essaye les personnes qu'on essaye de motiver à donner. Souvent elles sont surprises des chiffres qu'on leur annonce, du constat de la précarité menstruelle, et du coup ça crée vraiment des très beaux moments et ça sensibilise à sa façon très efficacement, quoi. Et d'ailleurs, sur une année, combien de protections périodiques vous arrivez à collecter à peu près? Nous sommes à 5 177 protections collectées sur l'année 2022. Ah oui, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, je me demandais quand on a ces règles, de combien de protections en moyenne on a besoin? Alors, ça va dépendre du type de protection qu'on utilise. Nous, en moyenne, on se dit que c'est 20 protections. Mais évidemment, si on a des culottes menstruelles ou une cup, ça sera pas du tout le même chiffre. Mais voilà, sur des protections jetables, c'est plutôt 20 protections. Okay. Et ça dépend du flux, ça dépend de la durée des règles. Évidemment. Voilà, c'est ça le problème avec les règles, c'est que c'est très difficile de faire des généralités. Du coup, je voulais revenir juste deux petites secondes sur les collectes. Est-ce qu'on peut en organiser partout en France ou c'est localisé en région parisienne? Et comment on fait du coup pour vous, si c'est pas en région parisienne, du coup, pour vous donner les protections qu'on aura recueillies pendant la collecte? Alors du coup, nous, on propose vraiment à toute personne partout sur le territoire d'organiser leur collecte. Par exemple, aujourd'hui, super bonne nouvelle, il y a eu la première collecte qui a été organisée à La Réunion. Ah, donc c'est vraiment génial. On a des antennes un peu partout en France, des antennes bénévoles qui vont vous permettre après de redistribuer les dons que vous avez collectés directement à des assos qui sont locales. On essaye vraiment de faire ça au plus proche des besoins du territoire. Donc ça peut se faire partout en France. Si jamais vous souhaitez donner, mais pas forcément organiser une collecte, parce que c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, sur notre site internet, sur la page d'accueil, vous descendez en bas, il y a une carte interactive avec tous les lieux de collecte qui sont en cours actuellement. Et en fait, vous pouvez tout simplement aller déposer, voilà, si vous avez un paquet de protection, vous pouvez aller le déposer directement dedans. Donc ça, c'est super. Et si jamais il n'y a pas de collecte à proximité ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous envoyer directement les protections à notre siège, du coup, qui se situe à Paris, et ça sera redistribué, du coup, plutôt en Île-de-France. Et autre question, du coup, pour rebondir sur les dons, est-ce qu'on peut aussi faire des dons financiers à l'association ? Ouais, on peut faire des dons financiers, c'est hyper important, en fait. Nous, on a besoin et de dons en protection et de dons financiers pour pouvoir exister. Ça nous permet de financer notamment les ateliers de sensibilisation qu'on fait vraiment un peu partout, et également tous les futurs projets dont je vous ai un petit peu teasé un petit bout tout à l'heure, mais il y a encore plein de choses qui arrivent. Donc c'est essentiel à notre fonctionnement. Voilà, donc on propose en fait de faire des dons mensuels ou non. C'est vrai que les dons mensuels, c'est le plus facile tant pour vous que pour nous. Ça peut être une toute petite somme. En fait, chaque somme compte. Et voilà, c'est vraiment hyper important pour continuer de faire nos combats. Et l'association, elle vit uniquement grâce aux dons ou est-ce qu'il y a aussi des financements de l'État vu l'utilité de ce que vous faites ? Alors, on a des financements publics, effectivement. On répond également régulièrement à des appels à projets, en fait, dans des collectivités territoriales pour pouvoir mener des actions de sensibilisation, pour pouvoir développer des projets. Donc voilà, en fait, on a un financement qui est assez varié, mais on a beaucoup de donateurs et de donatrices privées, individuelles. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de notre activité. Ouais. Est-ce qu'à notre échelle, il y a autre chose qu'on peut faire que de faire des dons, par exemple, pour sensibiliser à la précarité menstruelle? Ouais, il y a plein de choses à faire. Parler de règles, déjà, comme on disait tout à l'heure. Si on crée un environnement où les règles ne sont pas un sujet tabou, déjà, la précarité menstruelle aura pris un bon petit coup dans la tête. Et après, sinon, si on ne peut pas faire des dons financiers parce qu'on n'a pas la possibilité, c'est bien normal et on peut faire un don en temps. Donc, vous lancez dans le bénévolat, que ça soit du coup pour une collecte ou alors pour des actions beaucoup plus ponctuelles. On propose différents formats, que ça soit de la sensibilisation, donc tenir des stands, que ça soit pour aider l'équipe logistique à redistribuer les dons. Tout ça, on a mis à dispo, nous, un formulaire sur nos réseaux sociaux pour être au courant des missions qu'on propose proches de chez vous.
Et après, la façon quand même qui pourrait être hyper intéressante pour faire avancer le sujet et la façon la plus accessible, c'est de partager nos messages, que ce soit de relayer les posts sur les réseaux sociaux, de prendre la parole dans son entourage, sur son lieu de travail. Voilà, je me répète, hein, mais sur Natis, il y a plein d'outils de récap, de visuels, et qui pourront voilà aider à nourrir son langage, à nourrir son discours, et à terme à vraiment briser le tabou. Ouais. De toute façon, on mettra tous les liens en description du podcast pour que les gens puissent retrouver toutes les informations. Si ça te va, Fanny, on va passer à la deuxième partie de l'épisode. On a 4 idées reçues qu'on a pu trouver justement sur la précarité menstruelle et on aimerait que tu nous dises si elles sont vraies ou elles sont fausses. Alors avec tout ce que tu nous as expliqué, on a quand même déjà des éléments de réponse, mais ça permet de réinsister un peu sur certains points. Alors la première idée, c'est que la précarité menstruelle ne concerne uniquement les personnes qui vivent dans une pauvreté extrême déjà de base. Alors non, la précarité menstruelle, c'est vraiment un phénomène de masse qui en fait peut arriver de façon plus ou moins soudaine. Ça peut être suite à la perte d'un emploi, ça peut être dans un changement de contexte familial, tout ça. Donc voilà, on ne peut pas caricaturer une personne en situation de précarité menstruelle uniquement avec un profil. La deuxième idée reçue qu'on a, c'est que les personnes qui sont concernées, ça va, elles peuvent toujours demander à leurs proches de leur donner des serviettes, des tampons pour les dépanner. Eh ben pas forcément, parce que comme on l'expliquait avant, voilà, les règles, ça reste encore trop souvent un sujet de honte en fonction du contexte culturel. Du contexte familial, du contexte religieux, on n'a pas forcément accès à un endroit et à des personnes à qui on se sent de demander ça. Donc non, c'est pas aussi simple que ça. Avoir ces règles, ça coûte très cher, que ça soit donc pour soi ou pour son entourage. Tout le monde n'est pas en capacité d'acheter un paquet de protection pour dépanner son ami, pour dépanner quelqu'un de sa famille. Et en plus, comme on le disait plus tôt, c'est hyper dépendant du contexte culturel, familial, religieux, tout ça. Et donc, on n'est pas forcément dans une situation où on peut parler de ce sujet, où on peut demander de l'aide à ses proches. Du coup, la troisième idée reçue, c'est que la précarité menstruelle n'est pas un sujet de santé publique, n'est pas un problème plutôt de santé publique. Alors, cette question, ça, on l'a déjà entendu plein de fois. Oui, on se dit bien. Et c'est bel et bien un enjeu de santé publique, la précarité menstruelle et l'éducation menstruelle, parce que, comme on l'a vu, il y a des millions de personnes en France qui sont sujettes à des risques graves qui peuvent entraîner la mort, on l'a dit quand même, à cause d'un accès trop compliqué à des protections périodiques gratuites. Donc si, on parle de 4 millions de personnes, et ces 4 millions de personnes-là doivent être considérées, et on doit leur apporter une solution pour les aider à mieux gérer leur santé menstruelle. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est la dernière idée reçue qu'on a, tu y as déjà répondu, mais j'aimerais qu'on revienne dessus encore une fois, c'est que mettre du PQ ou une serviette, par exemple, c'est la même chose finalement. Pas du tout. Alors, si déjà on ne sait pas exactement ce qui se cache dans nos protections, je ne vous conseille pas de regarder ce qu'il y a dans le papier toilette. Le papier toilette, c'est pas fait pour rester en contact avec les muqueuses, même si on porte une protection externe comme une serviette, c'est contre la muqueuse et contre la vulve qui est vraiment très fragile, et on ne peut pas faire ça. Ça, déjà, ce n'est pas fait pour, ça n'absorbe pas de la même façon qu'une serviette, c'est pas les mêmes composants, c'est pas la même utilité, et il y a vraiment des risques d'infection, de démangeaison. Voilà, ça peut être des choses beaucoup moins graves que le syndrome du choc toxique, mais du coup, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut penser, voilà, des infections. Voilà, des démangeaisons. Oui, puis on peut supposer que si déjà on est en précarité menstruelle, aller voir un médecin, aller voir un gynécologue parce qu'on a une infection ou une problématique comme ça, ça devient quasiment impossible. C'est ça, c'est hyper compliqué. En fait, souvent, c'est des personnes qui ont peu accès aux soins, et pourtant qui sont dans des contextes où il faudrait vraiment avoir un accompagnement poussé. Et c'est pas le cas actuellement. Donc oui, si on peut recommander au maximum de ne pas utiliser des protections, des choses qui ne sont pas faites pour, on connaît bien la technique du papier toilette, parce qu'en vrai, on l'a presque tous et toutes déjà utilisé dans un moment où ça nous dépannait, et ça a été sur une fois, mais il faut pas que ça se reproduise à chaque fois. Et ça peut être d'autres solutions
qui paraissent plus éloignées, mais du papier journal, ça peut être utilisé. Dans certains pays, ça peut être du sable. Voilà, et en fait, c'est vraiment pas adapté. On peut s'en douter, et c'est important d'essayer d'accéder. Non, et c'est important qu'on puisse accéder facilement et gratuitement à des protections saines et adaptées à notre corps. Super Fanny. Et si on a envie d'aller plus loin, de se renseigner davantage, est-ce que toi tu aurais un film, une série, des livres ou même du contenu à nous conseiller pour les personnes qui auraient envie de se renseigner? Ouais, alors déjà, on peut parler aussi de comptes sur les réseaux sociaux. Il y a quand même de plus en plus de comptes qui traitent du sujet, donc ça c'est génial. Le nôtre évidemment, hein, petite promo. Mais il y a aussi des choses comme SPM ta mère qui va parler du syndrome prémenstruel. On a d'autres associations également qui prennent la parole sur le sujet de la précarité menstruelle et des conséquences que ça peut avoir. Donc on va avoir des livres par exemple pour les jeunes qui n'ont pas encore leurs règles ou qui viennent d'avoir leurs règles. On a Les règles, quelle aventure par exemple de Myrion Mal et Élise Thiebaud. Après on va avoir des livres vraiment qui vont nous faire enrager et pousser le sujet encore plus loin. On a par exemple l'histoire des produits menstruels de Jeanne Guyenne. Donc c'est j'espère ne pas avoir écorché son nom et le titre de ce livre, mais c'est vraiment une encyclopédie des règles et de comment les règles ont été vues dans la société à travers les âges, comment elles ont été traitées dans la publicité, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est plus poussé, mais c'est hyper intéressant. Après, en série, en fait, moi, je conseillerais toutes les séries où on parle de règles. Donc comme ça va pas, il n'y a pas un tag sur Netflix pour trouver les séries où on parle de règles. Mais voilà, des séries comme Sex Education, où vraiment les règles sont visibles et existent comme n'importe quel autre sujet de la vie soi-disant intime. Mais aussi, voilà, Fleabag, par exemple. Récemment, on en a parlé sur notre compte. Et après, il y a plein de courts-métrages également qui traitent de la précarité menstruelle et des règles. Donc voilà, ça se développe. Il y a des contenus qui sont faits et c'est vraiment une super nouvelle. Oui, ça veut dire qu'on va quand même dans le bon sens, là, que depuis la création de règles élémentaires, il y a quand même des choses qui avancent, donc c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, pour terminer cet épisode, Fanny, est-ce que tu aurais un mot de la fin, une note positive ou quelque chose sur laquelle tu aimerais conclure? Je conclurai en disant à tout le monde que peu importe comment vous vivez vos règles, c'est légitime et vous avez le droit d'en parler, vous avez raison, vous ressentez ce que vous ressentez. Les douleurs ne sont pas forcément normales. Si ça vous handicape, il faut aller voir un ou une professionnelle de santé. Il faut pas hésiter à poser des questions, pas hésiter à en parler autour de soi. Vous serez étonnés, vraiment, les discussions... Moi, j'ai eu des très belles discussions avec ma grand-mère sur les règles. C'était magnifique comme moment et ça fait vraiment réfléchir tout ça. Et puis voilà, engagez-vous, parlez de règles partout, tout le temps. Rejoignez-nous pour lutter contre la précarité menstruelle et pour changer les règles. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous. On espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites organiser une collecte ou encore aider l'association Règles élémentaires, tu trouveras tous les liens utiles en barre d'infos. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On te donne tout un tas d'autres informations sur notre Instagram notamment, le lien est en barre d'infos. Et on te retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!